Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 10 septembre 2024 et nous sommes rendus à l'épisode 247 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous parle principalement de deux choses. De un, les données du marché de l'emploi au Canada et en fait plutôt l'impact que ces données-là vont avoir par rapport à la décision de la Banque du Canada. Du moins, je vous donne mon opinion là-dessus. Et la deuxième partie de l'épisode, je vais aborder ce qui se passe présentement sur les marchés boursiers américains. Donc, vendredi dernier, il y a eu une chute majeure du côté de l'indice Nasdaq. Et en fait, ça a attiré mon attention sur un titre en particulier. C'est une entreprise que je suis déjà actionnaire. Et en fait, hier, j'ai grossi ma position dans ce titre-là. Donc, je vais élaborer un peu là-dessus. Donc, je vais commencer tout de suite avec les données du marché de l'emploi canadien. Donc, vendredi dernier, on a pu constater que le taux de chômage au Canada il a augmenté à 6,6% en août, ce qui représente une hausse de 0,2% comparativement à juillet. Et encore une fois, pour l'instant, ça touche particulièrement les plus jeunes. On parle d'un taux de chômage qui dépasse 14% pour les 15 à 24 ans. Et comme prévu, mercredi passé, la Banque du Canada a réduit son taux directeur de 25 points de base. Donc, ça l'a amené à 4,25%. Et pour la prochaine décision, qui est le mois prochain, là, en octobre, je prévois une baisse de 50 points de base. Et pourquoi 50 points de base? C'est parce que le marché du travail, il continue de s'affaiblir un mois après l'autre. Et je suis convaincu que ces données-là commencent à inquiéter la Banque du Canada. Donc, si en octobre, il décide en effet de descendre le taux directeur de 0,5%, donc 50 points de base, faut pas se réjouir trop vite parce que pour moi, ça m'indique qu'il commence un peu à paniquer par rapport au marché du travail et baisser les taux d'intérêt. C'est pas un signe d'une économie qui est florissante, là. Ça veut pas dire que les gens vont se remettre à dépenser puis que les acheteurs vont se précipiter sur le marché immobilier. En fait, quand il y a une baisse des taux d'intérêt, ça signifie que l'activité économique, elle tourne au ralenti et que la Banque centrale, ils veulent rendre la politique monétaire moins restrictive au niveau de l'économie. Et honnêtement, le ralentissement économique va s'amplifier dès que le gouvernement va modifier un peu ses politiques pour commencer à limiter l'immigration ou à se mettre juste à réduire un peu la création de nouveaux emplois dans le secteur public. Et comme je l'ai déjà expliqué précédemment, à mon avis, au Canada, on a évité une récession du point de vue du PIB, donc du produit intérieur brut, mais je pense qu'on a pu camoufler la récession, ou du moins la contraction économique, par le biais d'une croissance démographique record. C'est-à-dire qu'avec tous les nouveaux arrivants, ces personnes-là consomment et on stimule artificiellement l'économie. Et ils ont également stimulé l'économie avec toutes les dépenses gouvernementales. Parce que dites-vous que les dépenses du gouvernement, c'est responsable de 80% de la croissance du PIB au deuxième trimestre de 2024. Là. Donc, c'est majoritairement les dépenses du gouvernement qui stimulent l'économie, mais il faut savoir que ces dépenses-là, présentement, du fait qu'on est dans un déficit budgétaire, les dépenses ne sont pas couvertes par les revenus du gouvernement, donc nécessairement, il doit continuer de s'endetter pour pouvoir acquitter toutes ces dépenses-là. Mais là, je pense qu'on est sur le bord d'atteindre un point de bascule, c'est-à-dire que la roue pourrait arrêter de tourner assez vite parce que il faut comprendre que toutes ces mesures-là, l'immigration, la croissance des emplois dans le secteur public, puis toutes les autres dépenses gouvernementales, ce ne sont pas des mesures qui sont soutenables dans le temps. Là, parce que, comme je vous dis, dans le processus, le pays s'endette. Et surtout dans le contexte actuel, avec la crise du logement, le déficit budgétaire et la campagne électorale qui se dessine à l'horizon, là, je vous rappelle qu'en octobre 2025, ça va être les élections du côté fédéral. Donc, il risque d'avoir du changement prochainement du côté des politiques du gouvernement. Et c'est quand la croissance démographique va stagner que le PIB va commencer à afficher une décroissance. Et c'est là que, à mon avis, on va commencer à avoir des vagues de congédiement
des vagues de congédiement qui vont s'accentuer et le taux de chômage qui est un indicateur de retardataire. Donc, c'est après le ralentissement économique que les entreprises décident de couper dans leur staff, dans la masse salariale. Donc, nécessairement, le taux de chômage est tout le temps un indicateur qui est en retard. Et tant qu'à moi, présentement, même avec un taux de chômage à 6,6%, on est au tout début du resserrement du marché du travail au Canada. Sinon, si on regarde du côté des données économiques aux États-Unis, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que le taux de chômage, lui, a baissé à 4,2% en août. L'économie a créé 142 000 nouveaux emplois. Par contre, de ce côté-là, le nombre de nouveaux emplois, c'était en dessous des attentes des économistes. Mais présentement, le sentiment du marché là, de la part des investisseurs, le sentiment est un peu ambigu parce que du côté des investisseurs, c'est sûr qu'on souhaite que la Fed réduise son taux directeur de 50 points de base ce mois-ci, là, donc mercredi prochain. Mais de l'autre côté, on veut pas que l'économie américaine s'affaiblisse trop non plus. Là. On veut pas plonger dans une récession économique. Donc, tout ça pour dire que vendredi passé, suite au dévoilement des données sur le marché du travail américain, on a vu une chute pas mal généralisée des marchés boursiers. Par contre, c'était pire dans le secteur technologique. Donc, on a pu voir l'indice Nasdaq qui a perdu 2,5% en une seule journée. Donc, c'est sûr que ça a attiré mon attention sur le secteur technologique, surtout que dernièrement, ce secteur-là me paraissait surévalué, là, dans le sens que le prix des actions des entreprises technologiques, surtout celles qui sont liées à l'intelligence artificielle, le prix des actions me semblait gonfler. Par contre, la chute du prix des actions d'Alphabet, qui est la société mère de Google, ça a attiré mon attention parce que pour moi, autour de 150$ US, c'est sûr que le titre commence à me paraître assez intéressant là, parce que en date d'aujourd'hui, le prix de l'action représente un multiple de seulement 21 fois le bénéfice par action, ce qui fait en sorte que Google peut sembler sous-évalué par rapport à Microsoft, parce que Microsoft, lui, affiche un prix équivalent à 35 fois son bénéfice par action, et c'est un peu la même chose pour Apple qui est à 33 fois son bénéfice, surtout qu'on s'entend que Google, c'est une business financièrement très solide. Google a énormément de liquidité à sa disposition, c'est une compagnie qui n'est pas endettée, c'est une compagnie qui a une excellente marge bénéficiaire. D'ailleurs, si on regarde ses plus récents résultats financiers, on peut voir qu'il y a une croissance des bénéfices de 28% par rapport au même trimestre l'année passée. Par contre, il y a quand même des inquiétudes vis-à-vis Google parce que d'une part, il y a les outils de l'intelligence artificielle comme ChatGPT qui, dans le futur, pourrait venir lui voler des parts de marché du côté de son moteur de recherche. Et d'autre part, Google fait face à un deuxième procès parce que l'entreprise est encore une fois accusée de pratiques déloyales dans ses activités publicitaires et le département de la justice reproche à Google d'imposer ces outils de publicité en ligne de manière à étouffer la concurrence. Je vous rappelle qu'il y a environ un mois, Google a déjà été jugé coupable de pratiques anticoncurrentielles, donc c'est par rapport à son moteur de recherche. Et en fait, le département de la justice a déterminé que Google opère un modèle monopolistique et que la compagnie agit de façon à maintenir son monopole, entre autres avec des contrats qui vont faire en sorte que son moteur de recherche est le paramètre par défaut sur les appareils Android et les iPhones d'Apple. Et grosso modo, dans ce cas-ci, le rôle des autorités américaines, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas d'abus de position dominante de la part de Google, c'est-à-dire qu'ils veulent s'assurer que la compagnie n'empêche pas toute forme de concurrence. Dans le fond, c'est un peu le même principe que quand Microsoft a voulu acheter Activision Blizzard. Ils ont annoncé ça en janvier 2022 et ça a pris quasiment 2 ans pour compléter l'acquisition parce que
il y avait énormément de réticence de la part des autorités de la concurrence parce que plusieurs personnes considéraient que ça pourrait amener un manque de concurrence dans l'industrie des jeux vidéo. Il faut comprendre que Microsoft ils ont déjà fait des acquisitions de plusieurs compagnies qui développent des jeux vidéo et que Microsoft lui-même produit également la console Xbox. Donc déjà là, imaginez que Microsoft produise des jeux comme Call of Duty, qui est fait par Activision, et qui refuse de les faire pour la console PlayStation, qui appartient à la compagnie Sony. Tu sais, ça fait en sorte que plus tu contrôles le marché, plus tu peux venir, évidemment, étouffer tes concurrents. Donc, les autorités de la concurrence veulent éviter ça. Puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Le point, c'est que le département de la justice, il veut s'assurer qu'il n'y ait pas de pratiques déloyales du côté des big tech, du fait que ce sont des compagnies énormes qui ont un pouvoir gigantesque dans chacun de leurs industries respectives. Et le but de tout ça, c'est d'éviter une situation de monopole absolu. Mais pour le moment, Google il a été déjà reconnu coupable pour son premier procès. Et évidemment, même si le département de la justice y impose une amende, même une amende de quelques milliards de dollars, dans les faits, ça va causer aucun problème financier à l'entreprise et Google pourra à ce moment-là continuer de maintenir son monopole. Par contre, maintenant, on parle de la possibilité de diviser l'entreprise Google pour réellement remédier à la situation. Ce que je veux dire par là, c'est que le département de la justice pourrait exiger que Google sépare son entreprise en plusieurs entités distinctes. C'est-à-dire que, par exemple, ses activités de publicité appartiendraient à la compagnie A, Android serait la propriété de la compagnie B, et YouTube, par exemple, ça pourrait appartenir à la compagnie C. À ce moment-là, les compagnies A, B, C, ils seraient toutes cotées en bourse, mais ce serait vraiment 3 entreprises indépendantes. Et de cette manière-là, ça pourrait réduire le contrôle global de Google sur son écosystème qui est fermé. Et ça pourrait également limiter la synergie entre tous ces différents services-là. Par contre, moi, en tant qu'investisseur, la business de Google, elle m'intéresse quand même, là, malgré la possibilité qu'il y ait une division de ses activités dans le futur. Parce que oui, Google a commis des pratiques anticoncurrentielles, mais à mon avis, Google, ça reste quand même l'entreprise qui propose actuellement le meilleur moteur de recherche. Et si jamais le département de la justice décide de forcer une séparation de ses activités commerciales, si vous détenez des actions d'Alphabet, donc la société mère de Google, s'il y a une division en 2 ou 3 entités, vous allez automatiquement vous retrouver avec des actions dans chacune d'elles. Là. Tout ça pour dire que moi, j'ai grossi ma position dans Google hier. J'ai racheté des actions à 149,50 $ US évidemment. Et là, mon prix d'achat moyen est rendu à 114 $ et quelques sous. Là. Donc, c'est ma dernière transaction. Je pense qu'à ce prix-là, Google commence à être un titre très attrayant. Évidemment, s'il y a une autre chute de 10% dans le futur, à partir du prix actuel, je vais encore une fois grossir ma position dans ce titre-là. Je trouve que c'est une compagnie qui a encore énormément de potentiel malgré les risques vis-à-vis l'intelligence artificielle qui vole ses parts de marché et malgré également tous les procès actuellement du côté de la concurrence. En fait, je considère que toutes ces sources d'inquiétude-là nous donnent l'opportunité d'acheter des actions de Google à un prix qui me paraît sous-évalué. Encore là, faites vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit, mais de mon côté, j'ai pris la décision de grossir ma position dans ce titre-là. Et pour terminer l'épisode d'aujourd'hui, hier, c'était l'événement annuel d'Apple et moi, en tant que client fidèle et actionnaire d'Apple, en fait, j'ai regardé la présentation officielle en direct sur YouTube et c'est là qu'ils font la présentation de tous leurs nouveaux produits puis des nouvelles fonctionnalités de leurs appareils. Par exemple, cette année, il y a le nouveau design de la montre Apple Watch qui est rendu la série 10.
On retrouve également les écouteurs AirPods 4 qui ont maintenant la technologie d'annulation de bruit ambiant. Tant qu'à moi, ils étaient un peu en retard de ce côté-là. Et ils ont également abordé leur processeur A18. Donc, c'est un processeur qu'ils développent eux-mêmes, qui est à peu près 2 fois plus rapide que le iPhone 12. Donc, là, on compare avec quelque chose qui est relativement vieux. Mais reste qu'ils ont parlé également de l'Apple Intelligence, qui est leur outil lié à l'IA. Présentement, il n'y a rien qui m'impressionne là-dedans. Là, je vous dirais que la seule fonctionnalité qui me paraît intéressante, c'est que tu peux chercher une image directement en la décrivant. Là. Donc, tu vas dire cherche une image où on voit telle personne ou qu'on voit telle chose, puis il va te popper la photo qui correspond à ta description. Mais sinon, ils ont également abordé la nouvelle caméra sur les modèles Pro du iPhone 16 qui permettent maintenant de filmer en 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 images par seconde. Donc, c'est sûr que ça donne une qualité de vidéo qui est très, très bonne. D'ailleurs, de mon côté, je change de cellulaire à tous les 2 ans et à chaque fois, je me pogne le dernier iPhone Pro Max. T'sais, on s'entend, c'est un de mes outils de travail que j'utilise à chaque jour. Mais en fait, c'est pas moi qui change de téléphone, c'est Traders 360 qui me fournit mon outil de travail. Bref, oui, j'ai regardé l'événement en live parce que j'ai des actions d'Apple puis que je veux me tenir au courant de leurs plus récents produits, mais c'était aussi pour connaître les nouveautés du iPhone 16 versus le 15 ou versus l'iPhone 14 que j'utilise en ce moment. Mais encore une fois, cette année, j'ai rien vu de révolutionnaire au niveau du téléphone. L'application de l'intelligence artificielle, comme je vous dis, ça reste assez rudimentaire. Et ils n'ont pas annoncé quoi que ce soit non plus en lien avec le Vision Pro, qui est leur casque de réalité virtuelle qu'ils ont dévoilé l'année passée. Donc, suite à l'événement d'hier, les actions d'Apple, ils ont terminé la journée au même prix qu'à l'ouverture du marché. Donc, visiblement, la présentation n'a pas impressionné les investisseurs. Tout ça pour dire que dans les prochains trimestres, je vais surveiller la vente de leur nouveau téléphone iPhone 16. Question de voir si les consommateurs en ce moment, avec leur finance qui est plus serrée, est-ce qu'il y a beaucoup de consommateurs qui vont décider de prendre la dernière version, le modèle iPhone 16, ou au contraire, si les consommateurs vont conserver leur téléphone actuel et repousser l'achat d'un nouveau cellulaire. Donc, c'est à surveiller dans les prochains résultats financiers d'Apple. Et sur ça, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé l'information pertinente. J'espère que vous appréciez le fait que je partage mes plus récentes transactions boursières. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un review, un commentaire sur Apple Podcasts ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et sur ce, on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.